La violence, ce n'est pas un jeu, bien sûr, et pourtant, on peut aussi comprendre la violence en essayant de faire une enquête, une sorte d'enquête policière que j'ai essayé de mener pour arriver à ne pas interpréter trop rapidement les indices et m'approcher de solutions acceptables pour expliquer un phénomène complexe, le phénomène de la violence ébrieuse, la violence influencée par la consommation d'alcool. L'alcool, c'est notre meilleur ennemi. Notre meilleur ami aussi, parfois, c'est une substance consommée par plus de 40 millions de Français chaque année, une substance qui a de la place dans les situations sociales, associée à la fête, mais aussi, mais parfois, associée à des comportements violents. Et c'est l'objet de mon travail, d'essayer de comprendre dans quelle mesure cette substance riche, cet élixir, va conduire à des comportements indésirables. Ça sera sous forme d'enquête. Lorsque j'avais 8 ans, j'ai reçu un Cluedo, c'est un jeu, une enquête, effectivement, un jeu de plateau. L'idée, c'est d'arriver à trouver qui a tué telle personne, dans quelle pièce, et surtout, avec quel instrument, par quels moyens. Alors, dans le Cluedo, il y a effectivement différents moyens d'assassiner. Il y a la corde, il y a le poignard. Eh bien, les enquêtes qui sont menées sur l'alcool montrent également que ces différents moyens de tuer sont très présents. Lorsque, par exemple, on examine les données qui sont produites par la médecine légale, ce qu'on a fait avec un certain nombre de collaborateurs, qu'on regarde dans le détail si l'alcool est présent sur la scène du crime, on découvre qu'effectivement, sa présence est fréquente. Ainsi, si l'on se base, par exemple, sur les homicides qui ont été produits par des poignards, par des armes pointues, eh bien, dans 37% des cas, les victimes ou les auteurs sont imbibés d'alcool, 37% des cas. On peut aussi s'intéresser aux homicides par coup de feu. Par coup de feu, dans presque 40% des cas, l'auteur, la victime ou les deux avaient consommé de l'alcool. On peut s'intéresser à d'autres modus operandi. Ce que l'on constate, c'est que l'alcool est, ma foi, très présent lorsqu'il y a des violences létales. Très présent. Presque dans un homicide sur deux, l'auteur, la victime ou les deux ont consommé de l'alcool. Le lien est établi, l'affaire est classée? Pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'en fait, bien sûr, lorsqu'on découvre un cadavre, on constate qu'il est imbibé ou que son auteur l'était, mais est-ce que l'association signifie causalité? On sait aussi que la plupart des cadavres ou des auteurs ont des chaussettes, et pourtant la chaussette n'a pas un effet causal sur l'homicide. La question est donc, les données sont convaincantes, l'association existe, il y a effectivement environ un homicide sur deux. Lorsqu'une femme a un conjoint qui est souvent ivre, elle augmente ses chances de 15 d'être victime de violences conjugales. De nombreuses données établissent l'association statistique entre deux choses, mais encore une fois, est-ce ou non causal? Toute l'enquête réside dans cette question. On peut commencer par faire un tour sur le terrain, un tour à la Nouvelle-Orléans, ici, par exemple, on va examiner s'il y a une association, de nouveau, entre la concentration en lieu de vente de boissons et les homicides. Regardez les zones grisées, ici. Effectivement, elles se superposent de façon assez surprenante avec les triangles qui sont les homicides. Il y a donc un lien, même si l'on maintient constant différentes variables économiques et sociales. Donc cette hypothèse de travail d'un lien est confirmée par l'analyse géospatiale, mais encore une fois, nous n'avons pas d'effet causal nécessaire, peut-être simplement une association. Changeons de pièce, poursuivons la recherche, allons du côté des enquêtes de victimation et de délinquance auto-rapportées. L'idée est la suivante. Lorsqu'on fait une étude basée sur les données statistiques de la police, de la justice ou des hôpitaux, en général, on a accès à des personnes qui ont été repérées par un système effectivement officiel et qui met en place des statistiques. Peut-être que les données échappent à ce système ou qu'il y a une sélection particulière. Par exemple, pour les violences commises sous l'influence de substances, en général, on retrouve plus souvent l'agresseur. Donc peut-être qu'il y a une inflation artificielle de l'association alcool-violence parce qu'effectivement l'agresseur alcoolisé est moins capable de cacher les indices. Donc il est intéressant d'aller sur le terrain et de demander à des personnes dans la rue, avec des conditions d'anonymat relativement avancées, si elles ont été auteurs ou victimes de violences depuis par exemple 24 mois.
Un matin, je suis parti de Grenoble avec quelques doctorants. Nous avions loué des véhicules de 20 mètres cubes, remplis d'ordinateurs portables et de stylos optiques, et nous avons sillonné la France, nous arrêtant un peu partout pour interroger les populations, en les rémunérant pour cela, en leur demandant, dans une enquête d'environ 1 heure, est-ce que vous avez déjà été auteur de violence, et si oui, laquelle, et si oui, dans quelles circonstances? Est-ce que vous avez déjà été victime de violence, etc. Les résultats ont montré qu'effectivement, alcool et violence restent liés, même lorsqu'on se libère des filtres de la sélection judiciaire ou policière. Ainsi, chez les auteurs de bagarres, par exemple, l'alcool avait été consommé dans 40% des cas. Lorsqu'on travaille chez les victimes, la consommation d'alcool a également été identifiée comme un facteur important, puisque chez les 10% de femmes qui avaient été victimes de coups et blessures, l'un des facteurs de risque les plus importants de l'avoir été était d'avoir consommé plus de 5 doses d'alcool en une même occasion. Donc cette avancée dans l'enquête, finalement, confirme ce qui avait été préidentifié par les données officielles, c'est-à-dire il y a ce lien assez fort qui existe. Mais encore une fois, tout n'est pas dit. Poursuivons et changeons de pièce. Allons voir du côté de la bibliothèque pour comprendre quelles sont les relations qui existent au niveau explicatif entre l'alcool et les violences. Il y a en fait 2 modèles qui permettent de clarifier ce lien au niveau des processus. Le premier modèle est un modèle qui va insister sur les effets pharmacologiques de l'alcool sur le cerveau. Quels sont les effets de la substance sur les modifications de l'activité neuronale, par exemple? L'alcool va avoir un effet sur le cerveau. Prenons par exemple le colonel Moutarde. Lorsque Moutarde consomme une bouteille d'alcool, que se passe-t-il dans son cerveau? Eh bien, il y a un certain nombre de modifications importantes, par exemple une stimulation des neurones GABAergiques, une augmentation de la dopamine, et puis également une altération du cortex préfrontal qui est impliqué dans l'inhibition de l'action. Tout cela est une explication biologique au comportement agressif. Et effectivement, lorsqu'on étudie au laboratoire les effets de l'alcool sur le comportement, il y a ce lien qui apparaît par les effets pharmacologiques. Et puis, il y a d'autres effets, d'autres phénomènes qui sont observés et qui sont identifiés par la recherche interculturelle. Ainsi, lorsqu'on envoie des ethnologues ou des sociologues explorer les cultures éloignées ou proches et que l'on leur demande de regarder quels sont les usages des produits, on constate que les effets a priori pourtant nécessaires, puisque biologiques, de l'alcool sur les comportements ne sont pas du tout systématiques. Dans certaines cultures, par exemple, en Finlande ou en Norvège, la consommation extrême, l'alcoolisation massive de fin de semaine, par exemple, est très fortement liée à des violences interpersonnelles, alors que chez les Kamba, en Nouvelle-Guinée, on sait, et les observateurs le confirment, qu'en réalité, il y a très peu de violences consécutives à l'absorption de quantités pourtant très importantes de produits. Ce qui suggère que les régulations sociales, les croyances, vont également avoir une part importante dans cette relation. L'histoire a investi très fortement toutes les substances, notamment l'alcool. Ainsi, l'alcool a été consommé pour donner du courage aux troupes. L'alcool fait partie des substances qui sont spontanément associées chez les enfants à de la violence, par exemple chez les enfants préconsommateurs de 8 ans. Lorsqu'on leur demande quelles sont les conséquences de la consommation d'alcool ou de thé glacé, on constate que, en général, les enfants imputent des effets agressogènes beaucoup plus systématiquement à l'alcool qu'au thé glacé. Pourtant, ils n'ont a priori aucune consommation personnelle de ces produits. Donc cela dérive de leur observation du monde, de leur observation des autres et de leur exposition à des informations médiatisées. Et effectivement, dans les médias, la mise en scène de l'alcool n'est pas du tout aléatoire, puisque un collègue, par exemple, a fait la catégorisation des associations comportementales entre la consommation de produits à l'écran, dans les films ayant eu le plus de succès en salle pendant 50 ans, et les comportements des auteurs qui consomment. Ce qui en ressort, c'est qu'en général, un acteur qui a un verre à la main est en moyenne plus agressif, mais aussi plus séduisant. C'est peut-être pour ça qu'effectivement, les personnes qui se croient alcoolisées se trouvent plus belles. Pour étudier les relations implicites qui sont finalement forgées à travers le temps à l'exposition répétée dans nos mémoires à long terme, il existe une méthode en psychologie expérimentale qui s'appelle la méthode de l'amorçage subliminal. Le principe est simple. On présente à quelqu'un un stimulus, par exemple une image ou un mot, qui est sémantiquement relié à un autre. On va se présenter ce stimulus de façon très rapide, par exemple quelques millisecondes. Là, vous l'avez vu, c'était écrit
vodka, mais effectivement, on peut ne pas le voir. Lorsqu'on programme à 17 millisecondes, personne ne voit rien, mais par contre, le système perceptif a intégré l'information. On va ensuite présenter à des participants une tâche contrariante. Ils vont devoir comptabiliser le nombre de cercles qui apparaissent sur un écran. Puis, il y a un bug informatique et on constate que le participant doit en réalité recommencer entièrement la tâche. Donc, il est contrarié, il est énervé, un expérimentateur va arriver et va lui expliquer comment faire pour recommencer. La mesure qui va être prise de l'agressivité ensuite, ça sera l'irritation que le sujet a envers l'expérimentateur et la réponse à la question « Est-ce que vous recommandez cette personne pour être employée la fois suivante ?» Ce qui ressort, c'est que des personnes qui ont été exposées de manière subliminale à des stimuli liés à l'alcool, comme à des stimuli liés à l'agression, sont en moyenne plus irritées que les autres face à l'expérimentateur. Ceci suggère donc qu'il y a une association sémantique à long terme qui est stockée dans la mémoire entre l'alcool et la violence. Bien sûr, il y a également beaucoup d'autres associations qui existent, mais c'est celle-là qui m'intéresse. Poursuivons et allons faire un tour, pourquoi pas, prenons un verre dans la cuisine. L'étude que je vais vous présenter a été réalisée dans un contexte réaliste. L'idée était d'arriver à comprendre comment des personnes qui sont alcoolisées réagissent à l'alcoolisation et ensuite vont avoir des comportements spécifiques, notamment des comportements agressifs. Le principe est le suivant. On sait que l'alcool a un effet pharmacologique, on le connaît, les statistiques générales suggèrent une corrélation. Par contre, lorsqu'on consomme de l'alcool, il y a également des croyances que l'on avale, si vous voulez, sur l'effet des produits. Dans la vie réelle, on ne peut pas dissocier les deux, puisqu'effectivement, on sait qu'on boit. L'idée qui m'est venue, c'est d'arriver à essayer de faire croire à des gens qu'ils boivent une boisson alcoolisée alors qu'elle ne contient pas d'alcool. Ou à l'inverse, d'alcooliser fortement des personnes à leur insu pour étudier de manière indépendante, mais oui, de manière indépendante, l'effet de la substance et l'effet de la croyance sur le comportement social, dont le comportement agressif. Donc, il y avait en fait 9 groupes de personnes qui ont été étudiés. Certains avaient une dose d'alcool réelle qui était mélangée à une boisson, un cocktail qui était nul, qui était intermédiaire ou élevé, l'équivalent de 5 demi-bières ou de 5 ballons de vin, par exemple, sous forme de vodka, ajustés sur leur poids. Donc, on a effectivement 3 modalités de l'induction de l'alcool, et on a également manipulé 3 modalités de la croyance concernant le contenu du verre. Certains pensaient avoir un verre qui ne contenait aucune trace d'alcool, d'autres pensaient avoir un verre contenant une quantité intermédiaire d'alcool, et d'autres encore pensaient consommer une dose importante d'alcool, l'équivalent de 5 verres de vodka, par exemple. On s'est assuré, évidemment, au moyen de très longs tests avec différents collaborateurs, que les substances étaient crédibles, que les participants croyaient bien à ce qu'on leur disait, et lors du débriefing post-expérimental, bien sûr, on s'assurait qu'ils avaient cru à notre histoire. L'hypothèse était la suivante. Le simple fait de se croire alcoolisé n'est pas sans conséquence sur le comportement. Les participants ont donc consommé 3 verres. Alors, la recherche qui a été réalisée était en fait menée sous couvert d'analyse sensorielle. Les participants pensaient consommer des boissons destinées à être commercialisées. Et donc, il fallait qu'ils donnent leur avis sur 3 verres qui contenaient en fait différentes choses, dont cannelle, par exemple, gingembre, etc., en remplissant des questionnaires consécutifs à leur dégustation. Voici comment l'induction de la croyance boisson fortement alcoolisée a été réalisée. Les participants recevaient ce document, ils le lisaient, et ensuite, ils étaient amenés à penser que ce qu'on leur proposerait était une boisson qui avait un goût d'alcool, mais qui n'en contient pas, ou à l'inverse, des boissons qui étaient censées avoir beaucoup d'alcool, mais qui en réalité, effectivement, qui étaient censées avoir de l'alcool, mais qui en fait n'en contenaient pas, ou l'inverse. L'idée était la suivante, l'orthogonalisation des 2 facteurs permettrait de clarifier leur contribution consécutive. Voici un sujet qui était en condition placebo, n'ayant pas bu une goutte d'alcool. C'est vrai, j'ai pas bu d'alcool, c'est fou, je me sens tout... Alors l'agression, ça m'a fait monter d'adrénaline, je pense, avec la fatigue. J'ai pris un effet placebo au niveau de l'alcool, et là, la détente que ça me procure, c'est hallucinant, vraiment. Vraiment, moi en tout cas, c'est fou, la puissance de l'esprit. Alors c'est vrai que pour moi, ça a dû être provoqué, voilà. Je suis très fatigué en ce moment, là j'ai quelques semaines d'intérim, je suis pas du tout habitué, c'est de la manutention, je me lève à 5h du matin.
Ils y croyaient vraiment. Vous les auriez vus. Certains, croyant être alcoolisés, se déplaçaient avec une démarche ébrieuse. C'était impressionnant, effectivement. Comment faire pour mesurer le comportement agressif en laboratoire? Il y a plusieurs tâches qui existent. Ces tâches sont généralement corrélées ensuite à d'autres variables. Par exemple, on va voir si les personnes qui ont un niveau d'agressivité élevé en laboratoire sont plus enclines dans la vie réelle à être agressives, en demandant à leurs proches, par exemple. On va comparer des psychopathes à des non-psychopathes. On va mesurer leur réactivité à différents stimuli pour essayer de comprendre si les mesures qu'on crée pour le laboratoire sont des mesures qui ont une validité suffisante. Parmi ces mesures, il y a une mesure un petit peu surprenante, la mesure de la sauce piquante. L'idée est la suivante. Un comportement agressif est un comportement intentionnel qui vise à blesser délibérément une personne motivée à éviter cette blessure ou ce traitement désagréable. Ça peut être n'importe quoi, une insulte, un coup de poing, mais aussi, pourquoi pas, du tabasco dans une assiette de purée. Et c'est effectivement la cuisine qui va nous montrer comment faire pour étudier cet effet-là. Les participants étaient amenés à déguster différentes choses, dont une purée dite gastronomique qui devait contenir plus ou moins de sel et de tabasco. Ils devaient d'abord, pour eux-mêmes, l'assaisonner pour se rendre compte de l'équivalence qu'il y avait entre plusieurs quantités de tabasco et de sel et l'impact gustatif. Et ensuite, après une mise en scène un peu élaborée, ils étaient en fait exposés à un plat préparé par quelqu'un d'autre, qui était énervé, qui leur en voulait et qui donc sabotait leur dégustation. Ils avaient le choix de ne pas consommer la purée, dans ce cas ils perdaient 15 €, ou alors de la consommer mais d'avoir la bouche en feu. Voilà, c'était le dilemme auquel ils étaient exposés. Les participants ont été découverts par voie de presse une petite annonce qui faisait état d'une recherche de candidats pour déguster des aliments énergétiques. On leur posait différentes questions, parmi lesquelles « Acceptez-vous le principe de consommer pour des raisons d'allergie ?» Lécithine de soja, cacao, noisettes, alcool, toute une liste énorme, et ils répondaient oui ou non. Tous répondaient oui à tout, mais oubliaient en arrivant au laboratoire qu'ils avaient dit oui à alcool. Je précise au passage que ces recherches ont été validées par un comité d'éthique, bien sûr. C'est important. Les participants ont donc eu un rendez-vous, ils sont arrivés au laboratoire. En fait, c'était une salle aménagée, des salles aménagées qui ne ressemblaient pas à un laboratoire, reçus par une hôtesse. On met sous clé leurs affaires personnelles pour éviter que certains partent avec 1 gramme en voiture, sur un coup de tête. Et brusquement, ils étaient mis en contact avec une personne désagréable qu'on va appeler Rouge, et qui, en fait, allait les contrarier. Pourquoi? Parce que lui-même avait été contrarié, vous allez voir. Je suis encore poireauté là. Je suis désolée, Emmanuel va s'occuper de vous et vous reviendrez tout à l'heure. D'accord, excusez-moi, monsieur, je passe monsieur, je vais vous expliquer. Pas content. Vous reviendrez tout à l'heure, monsieur. Excusez-moi, monsieur, je passe monsieur, je vais vous expliquer. Contrarié. Par la suite, les participants sont alcoolisés, ils ont 10 minutes pour avaler leurs 3 verres. On attend le pic d'alcoolisation, puisque l'agression, on le sait par ailleurs, est plus importante durant la phase ascendante de l'alcoolisation. Et ensuite, ils vont avoir une opportunité d'agresser après une provocation. Les participants rencontrent à nouveau Rouge, qui retourne dans la pièce pour déguster cette purée, qui leur prépare une purée surpimentée. En sortant de la pièce, Rouge donne un grand coup de pied dans l'assiette du participant, et en sortant, elle hurle « Tu vas voir, ta purée, elle va bien t'arracher la gueule ». Rouge claque la porte, sort, va s'enfermer dans une pièce parce qu'effectivement, il y avait un risque pour cette personne. Donc, il y avait cet acteur, cet étudiant qui a joué le rôle pendant 1 mois et demi, effectivement, a pris des risques. Et ensuite, les participants étaient laissés seuls face à leur assiette. Première assiette qui se prépare pour eux-mêmes, ensuite assiette préparée par Rouge, assiette donc dégradée, immangeable, et ensuite, et c'est la mesure dépendante de l'agression, l'assiette à préparer pour Rouge, où il devait mettre secrètement du tabasco et du sel en quantité désirée. Certains ont mis jusqu'à 80 dosettes. Alors, Rouge oubliait volontairement sa casquette sur la table et on a eu effectivement des participants qui ont garni la casquette de purée.
ou avec des stylos qui avaient été laissés là. Donc si vous voulez, pour les participants, c'est important, c'était une situation réelle. Bien sûr, pour nous, c'est drôle, mais pour eux, il y a une vraie tension, une vraie situation de conflit qui était désagréable. Écoutez-le, ce participant qui a vécu la situation, en débriefing, si j'arrive à l'allumer. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il était déjà assis là-bas. En fait, je pense que c'est une maladresse des jeunes parce qu'elles n'ont pas l'habitude. Elles m'ont fait passer avant, elles auraient dû me faire sortir avant et me faire rentrer après. Et lui, il a vu que je passais devant et je sais pas, il a pris la bouche contre moi. Et puis, en partant, déjà, on lui parlait de moi, la petite jeune, il disait l'autre. Je ne parlais pas bien. Et après, il a demandé si c'était lui qui faisait mon dosage. Donc, il a dosé comme un fou. Mais moi, la purée était rouge. Et j'ai pris j'ai dit, moi déjà, je ne touche pas. Parce que lui, en partant, on a tapé dans la chaîne, hyper agressif. Il m'a dit, toi, tu vas m'enlever avec la purée parce que je suis dosé. Alors moi, après, j'ai dit, je ne mange pas. Après, il m'a goûté là, moi j'ai goûté avec les fruits, je fais c'est au plat. Il m'a dit, je suis bien, je suis pas. Elle m'a dit, petit. Elle m'a dit, je fais le moins manger à moitié. J'ai dit, bah non, c'est goûter là. Là, elle me dit, ouais, vous en avez 15 € sur le truc. Je dis, voilà. Je ne suis pas d'accord. Pas d'accord. D'ailleurs, parfois, effectivement, les participants attendaient le patron de cet aliment, donc je faisais effectivement office, et je devais venir goûter devant eux la purée pour leur montrer qu'on pouvait la manger quand même. Voilà, dans ce métier, on fait tout. Je me suis retrouvé aussi à 8 h du matin à essuyer du vomi par terre. Voilà, c'est le boulot. C'est le boulot. Mais le boulot, parfois, est gratifiant puisqu'effectivement, les résultats sont là. Ici, par exemple, on a effectivement l'effet placebo tant espéré. C'est-à-dire que les participants qui se croient alcoolisés sont effectivement plus agressifs, indépendamment de la vraie dose d'alcool qui est présente dans leur verre. Et c'est bien le message de cette recherche. Le simple fait de croire qu'on a bu beaucoup d'alcool suffit à augmenter le comportement agressif chez n'importe qui. Alors il y aura après des modulations, des interactions avec d'autres variables liées à la personnalité, liées à l'expérience, mais ici, dans la mesure où les participants étaient de population générale, avec un mélange effectivement important, on peut conclure que l'effet s'applique à peu près à tout le monde. Croire qu'une boisson a des propriétés suffit à produire l'effet placebo. Donc l'enquête, effectivement, nous permet de conclure qu'il y a une association statistique entre alcool et violence, qu'il existe effectivement des effets de l'alcool sur le cerveau, mais aussi des effets qui sont intrinsèquement liés aux immersions sociales qui nous caractérisent. L'être humain voit les autres boire, attribue aux boissons des propriétés comportementales, et c'est pour cela que lorsque nous buvons de l'alcool, nous nous sentons parfois plus agressifs, parfois plus attractifs, parfois plus réveillés, etc. L'alcool, finalement, est une substance sur laquelle nous projetons de nombreuses croyances. Donc ce soir, si vous jouez au Cluedo, rajoutez une carte, la carte alcool, puisqu'effectivement, c'est une carte intéressante à rajouter à ce jeu. Et puis, si vous faites un repas en amoureux, rajoutez aussi un chandelier. Merci.